Bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci Julie, merci à toute la filière d'être toujours aussi actif. Et merci à l'Emmanuel Sargeton, que la plupart d'entre vous connaissent, d'être avec moi ce soir, donc qui est chargé d'études dans le centre de référence pour la maladie de Randy-Hössler, pour vous parler de la recherche clinique et des avancées et des essais en cours dans la maladie de Randy-Hössler. Voici le plan de la présentation pour ce soir. D'abord, nous allons vous présenter quelques généralités sur la recherche, puis quelques informations plus précises sur la maladie de Randy-Hössler et les voies de signalisation qui font que certains traitements sont développés aujourd'hui. Un troisième point sur les études déjà réalisées, que vous connaissez pour certains d'entre vous. Un quatrième point sur les études en cours. Ensuite, nous vous expliquerons où vous informer si vous souhaitez avoir des informations sur les essais et les études en cours. Et ensuite, nous terminerons sur les études à venir. Donc, concernant les généralités sur la recherche clinique, tout d'abord, il existe différents types de recherche. La recherche fondamentale, c'est la recherche qui est réalisée en laboratoire. Donc, elle peut être faite soit sur des cellules, soit sur des animaux. Elle vise à comprendre les mécanismes de la maladie pour ensuite mieux cibler les traitements. À Lyon, on a beaucoup de chance d'avoir une équipe qui est leader au niveau international, qui est dirigée par Sabine Bailly au CEA à Grenoble et qui travaille vraiment spécifiquement sur les voies de signalisation impliquées dans la maladie de Randy-Hössler. Et ce laboratoire travaille vraiment sur la maladie de Randy-Hössler depuis de très nombreuses années. Ce sont eux qui ont décrit le fait que BMP9, BMP10, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tous les cas, qui ont décrit des éléments importants de ces voies de signalisation et qui sont extrêmement intéressés par cette voie de signalisation. Donc, c'est une grande chance pour nous. Quelques mots sur la thérapie génique, parce qu'on ne va pas y revenir ensuite. Comme vous le savez, la thérapie génique, on en a beaucoup entendu parler récemment parce qu'il y a des nouvelles techniques qui permettent de faire de la thérapie génique plus facilement, entre guillemets. Le but est vraiment d'aller directement, de modifier le gène pour traiter les patients. Et c'est une recherche qui actuellement se développe. Pour la maladie de Randy-Hössler, actuellement, il n'y a pas de recherche en cours de thérapie génique. Il faut savoir que c'est encore expérimental pour beaucoup de pathologies et on n'en est pas encore là, mais peut-être que demain, ce sera fait. Donc ce soir, on ne va pas vous parler de recherche fondamentale, mais il faut savoir que ça existe. On ne va pas vous parler non plus de la recherche sur données, mais c'était important de la resituer. Donc la recherche sur données, c'est des études en fait sur des corps de patients, c'est-à-dire sur un ensemble de patients qui peuvent se faire sur des dossiers. Donc c'est des choses qui se sont passées. On reprend les informations qui sont contenues dans les dossiers des patients, ou c'est des études sur des prospectives, c'est-à-dire qu'on commence à un moment l'étude et ensuite on suit les patients. Par exemple, on peut les appeler régulièrement par téléphone, on peut les voir en consultation et on recueille lors de chaque consultation ou de chaque appel les informations nouvelles. Voilà, ça c'est de la recherche sur données. Et enfin, le troisième type de recherche, ce sont la recherche qui implique la personne humaine. On peut appeler aussi RIPH, vous entendrez peut-être parler vous entendrez peut-être ces initiales d'acronymes, et qui vise à évaluer chez l'être humain donc différentes choses. Ce n'est pas uniquement des traitements, ça peut être des traitements, mais ça peut être aussi des nouvelles techniques d'imagerie ou de chirurgie ou des études prospectives sur des données ou des questionnaires. Voilà, donc c'est assez large. Et ce soir, comme je pense que c'est une question qui vous intéresse particulièrement, on va surtout vous parler des études, des essais thérapeutiques, même s'il y a d'autres études qui sont faites
dans le centre et dans d'autres centres aussi en France sur différentes choses. On va surtout se concentrer ce soir sur les essais thérapeutiques, c'est-à-dire les études sur les traitements. Voilà, je vais passer la parole à Emmanuel. Oui, alors avant de passer dans le vif du sujet, la recherche sur le rendu Osler, il nous paraissait intéressant de reparler du développement d'un médicament et des différentes étapes pour bien savoir de quoi on parle et quelles sont les contraintes que l'on peut avoir. Donc, en amont de ce schéma du développement pharmaceutique, il y a la partie chimique, où il y a plein de molécules qui sont produites, et parmi toutes ces molécules, il y en a certaines qui ont un intérêt thérapeutique. Donc, avec celle-ci, il va y avoir un développement préclinique et avant le développement clinique. Donc, ces phases-là, elles sont faites par des laboratoires pharmaceutiques et c'est très long comme développement. C'est au minimum 10 ans, mais ça peut aller jusqu'à 20 ans. Et une fois que le développement clinique est terminé, il y a la phase d'enregistrement, c'est toute la partie administrative pour faire les dossiers, pour demander les autorisations au niveau de l'autorité de santé pour avoir une AMM, c'est une autorisation de mise sur le marché, donc qui est obligatoire avant la commercialisation. Et une fois que le produit est commercialisé, il y a des essais de phase 4 qui sont vraiment des essais de grande ampleur sur un grand nombre de patients. Donc tout ce développement, il coûte vraiment très très cher. Et le taux de succès est assez faible. Il faut imaginer que sur 10 molécules qui arrivent au début de cette phase-là, il y en aura seulement une qui arrivera sur le marché. Et donc, dans les maladies rares, comme vous le savez, on a des contraintes notamment de petits effectifs de patients. Donc, c'est compliqué de trouver des collaborations avec des laboratoires qui veulent bien développer des médicaments spécifiquement pour ces maladies. Donc, très souvent, on se place dans le cas de repositionnement de médicaments, c'est-à-dire qu'on va utiliser des médicaments qui sont sur le marché, qui ont une AMM, mais dans une autre indication, mais qui ont des propriétés qui semblent intéressantes dans la pathologie. Donc, on a déjà des données précliniques, on connaît le profil de tolérance du produit, ce qui permet de gagner du temps. Néanmoins, à la fin, si on veut obtenir une AMM, il faudra toujours un laboratoire pharmaceutique. Donc, si on compare le schéma de repositionnement de médicaments par rapport au schéma qu'on a vu précédemment, donc on voit bien que le développement clinique est un peu plus court, mais ça prend quand même beaucoup de temps et ça coûte aussi pas mal d'argent, même si on a un budget qui est à peu près la moitié. Et à l'issue de ce développement, l'objectif est de prescrire le médicament aux patients. Donc, soit on trouve un laboratoire qui veut bien développer le produit et l'enregistrer pour faire une demande d'AMM, soit on peut faire des prescriptions hors AMM. Il y a des cadres qui sont développés pour ça. Et sinon, il y a aussi un statut de médicament orphelin qui est possible, qui peut donner quelques avantages pour faciliter la prescription aux patients. Donc, si on veut une AMM, ce que je disais, c'est qu'il faut déposer un dossier complet auprès des autorités compétentes et avoir un laboratoire pharmaceutique partenaire. Pour ce qui est de la prescription hors AMM, il faut faire des demandes auprès de l'agence de santé du médicament. Il y a des cadres très précis qui sont décrits selon les cas. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail de tout ça. En plus, le système est en pleine réforme. Il y a une réforme qui date de juillet 2021. Tout ça pour dire que ce qui est très important, c'est de faire des études cliniques de qualité, de manière à avoir un haut niveau de preuve scientifique, de vraiment prouver le bénéfice du médicament dans la pathologie. Et ça, une étude de qualité, elle se juge par sa méthodologie. Par exemple,
les essais randomisés contre placebo, ce sont les essais qui donnent les meilleures preuves scientifiques. Et après, bien sûr, il faut publier tous ces travaux. Voilà, donc concernant la maladie de Randu-Eusler, je vais vous faire quelques rappels. Donc, comme vous le savez, la maladie de Randu-Eusler, c'est une maladie qui concerne les petits vaisseaux, qui sont les capillaires. Ils sont représentés à gauche sur le schéma. Donc là, ce sont des petits vaisseaux qui sont normaux. Et on voit la communication qui va se faire entre une petite artère et une petite veine. Et donc, les capillaires correspondent à cette zone. Et c'est là aussi que se font les échanges, entre autres en oxygène, au niveau du poumon et au niveau des tissus. Et donc, dans la maladie de Randu-Eusler, ces anomalies capillaires entraînent à la formation de malformations artério-veineuses. On a deux types d'anomalies des vaisseaux qui sont observés, soit ce qu'on appelle des télangiectasies, donc qui sont ce que l'on voit au niveau des muqueuses, de la peau, ces petits points rouges en fait, que l'on voit au niveau de la peau, de la cavité ORL et du tube digestif. On a aussi donc des malformations artério-veineuses qui sont en fait, peut-être, on pense que c'est l'évolution de télangiectasie, mais qui évolue vers des gros sacs anévrismales, vers un sac anévrismal comme c'est représenté ici. Et donc, il n'y a plus du tout ces petits capillaires. Le diagnostic donc, de la maladie de Randu-Eusler se fait sur des signes cliniques. Souvent, on n'a pas besoin de la génétique pour faire le diagnostic de la maladie de Randu-Eusler. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les signes cliniques, donc, comme vous le savez, c'est le caractère héréditaire, la présence de ces petites télangiectasies, ces petits points rouges, la présence de saignements de nez qu'on appelle aussi des épistaxis, et la présence de malformations artério-veineuses qui peuvent être dans le poumon, dans le foie ou au niveau cérébral, et on peut en voir aussi au niveau du tube digestif. Donc, juste pour vous rappeler, donc ça c'est un schéma qui a été fait par les docteur Jean-Jacques Fesch du laboratoire de recherche de Grenoble, où on voit donc que ça représente une cellule des vaisseaux qu'on appelle cellule endothéliale. À la surface, on a un récepteur donc, qui est très important pour le développement des vaisseaux. Et donc, le ligand qui est là, qui est BMP9, BMP10, se fixe et va activer une cascade qui est importante pour le fonctionnement de la cellule des vaisseaux et ensuite qui va dans le noyau pour ensuite fabriquer des protéines. Donc, la maladie de Randu-Eusler, c'est au niveau de ce récepteur donc, qui est à la fois composé d'endoglyne et d'ALK1 qui peut y avoir une anomalie. Plus rarement, c'est le gène SMAD4 qui peut être impliqué. Et donc, ce qui est aujourd'hui l'hypothèse la plus probable, c'est que les signes qu'on observe dans la maladie de Randu-Eusler, aussi appelée HHT en anglais, soient liés à un déséquilibre entre des facteurs qui favorisent la formation des petits vaisseaux qui sont trop représentés et des facteurs à l'inverse qui bloquent ou qui empêchent ou qui diminuent la formation des petits vaisseaux qui sont sous-représentés. Donc, la balance est déséquilibrée. Et donc, l'idée, c'est de trouver des nouveaux médicaments qui agissent directement sur ces facteurs pour rééquilibrer cette balance. Dans la maladie de Randu-Eusler, comme vous le savez tous et mieux que moi, le besoin aujourd'hui, c'est surtout de diminuer les saignements et principalement les saignements de nez, mais aussi parfois les saignements digestifs. Et donc, la plupart des recherches aujourd'hui qui sont développées pour les recherches de médicaments le sont pour diminuer les saignements de nez et les saignements du tube digestif. Voilà, donc représenté autrement que sur le schéma précédent, on voit, donc c'est comme tout à l'heure, donc ici c'est le récepteur avec les mutations de ce récepteur ALK1 endoglyne qui sont à l'origine de la maladie de Randu-Eusler. Et on voit que sur ces cellules des vaisseaux, il y a d'autres récepteurs qui sont présents. Et entre autres, il y a un récepteur au VEGF. VEGF, ça veut dire Vascular Endothelium Growth Factor. Donc, c'est un facteur qui active la prolifération des vaisseaux. Et donc, un des cibles, c'est de bloquer, et c'est ce qu'on a fait, on va y revenir avec l'Avastin,
ou bevacizumab, qui est un médicament qui bloque ce récepteur, qui ensuite va activer la prolifération des vaisseaux. Et comme vous le voyez, il y a d'autres cibles, et donc c'est pour ça que la collaboration avec le laboratoire de recherche est vraiment importante, parce que si on connaît mieux les cibles qui sont sur les cellules endothéliales et qui sont importantes pour justement la prolifération de ces petits vaisseaux, on va pouvoir mieux cibler les traitements et voir quels sont les traitements qui pourraient être utiles. Donc, c'est grâce à ces collaborations avec le laboratoire, entre autres de Sabine Bailly, qu'on a fait aussi des essais avec le tacrolimus, on va y revenir. C'est un médicament immunosuppresseur qui agit au niveau du récepteur de la maladie de Ranvier-Smith et qu'on réalise d'autres essais avec le nintedanib aujourd'hui, qui est un médicament qu'on appelle inhibiteur des tyrosine kinases, qui bloque d'autres récepteurs qui sont importants pour les vaisseaux. Voilà. Mais tous ces récepteurs sont potentiellement des médicaments qui pourraient être utilisés dans la maladie de Ranvier-Smith. Donc, grâce au développement des nouveaux traitements pour le cancer, en fait, dans le cancer, il faut, pour qu'un cancer se développe, il faut qu'il y ait des vaisseaux qui se développent. Donc, nous, dans la maladie de Ranvier-Smith, bien sûr, il n'y a pas de cancer, donc ça, c'est bien, mais on utilise la recherche qui est faite autour du développement des petits vaisseaux pour ensuite utiliser ces médicaments dans la maladie de Ranvier-Smith. Ça n'a rien à voir avec les chimiothérapies, ce n'est pas parce que c'est utilisé dans le cancer aussi que ce sont des chimiothérapies. Mais c'est des médicaments qui vont vraiment cibler le développement des petits vaisseaux, donc de ces cellules endothéliales, ce qu'on appelle donc les voies de l'angiogénèse. Alors, concernant maintenant ce qui a été fait à ce jour dans la maladie de Ranvier-Smith, on va faire un petit point. Voilà. Et donc, sur cette diapo, vous voyez les médicaments qui ont été testés. Donc, comme vous le savez, on en a parlé, un anticorps anti-VEGF qui s'appelle le bevacizumab, pour lequel on a obtenu la désignation médicament orphelin en 2014. Donc, vous savez, il y a une première étude faite en 2009 qui a été commencée après qu'on ait eu information de patients qui avaient la maladie de Ranvier-Smith et pour l'un qui avait aussi été traité pour un cancer, parce qu'il avait un cancer et qui avait nettement amélioré la maladie de Ranvier-Smith pendant ce traitement. Donc, ça a éveillé les soupçons sur l'hypothèse de l'efficacité de ce médicament qui était l'Avastin. Et puis, un autre patient qui avait une atteinte très sévère au niveau du foie, qui a reçu de l'Avastin et qui s'était nettement amélioré. Donc, ça, c'était en 2009. Et après ces deux publications, on a monté cette étude avec les laboratoires Roche qui a permis de montrer, on a traité 25 patients, peut-être tu détailles après, je ne sais plus. Enfin, en tous les cas, on a permis de montrer que ça avait une efficacité dans la maladie de Ranvier-Smith, d'une part sur les atteintes hépatiques sévères, mais aussi que ça améliorait beaucoup les saignements de nez chez certains patients. Pour cette raison, on a développé une autre étude qui est en cours de publication, donc on ne va pas en parler de manière extensive, mais on va un peu en reparler, qui a eu pour but de traiter les saignements dans la maladie de Ranvier-Smith, soit d'origine digestive ou nasale. On a testé ce même médicament en spray nasal parce qu'on s'était dit que si ça marchait bien, c'était pour diminuer la toxicité, c'était bien de pouvoir l'utiliser en spray nasal. Malheureusement, l'étude qui a été faite, alors là, vous voyez différentes études pour le développement, comme Anne-Emmanuelle l'a montré. D'abord, une étude préclinique sur la muqueuse d'animaux, et puis ensuite, une étude de tolérance de phase 1, on appelle de phase 1, puis ensuite une étude de phase 2-3. Et cette étude a montré que ça ne marchait pas en spray nasal, donc il ne faut pas donner de l'Avastin en spray nasal parce que ça ne marche pas. Ça a été montré par cette étude, et en même temps, les Américains faisaient une étude aussi un peu différente, mais qui utilisait aussi l'Avastin en spray nasal et ont montré exactement la même chose, que ça ne marchait pas. Donc, il y a deux études contre placebo, donc c'est ce qu'Anne-Emmanuelle a dit tout à l'heure, ce sont les études de meilleur niveau de preuve qui ont montré que ce n'était pas efficace. Ensuite, il y a d'autres médicaments, des bêta-bloquants aussi qui ont une action sur les vaisseaux qui a été faite également en spray nasal qui n'a pas montré d'efficacité et une étude qui a été faite avec le tacrolimus et là qui a montré une efficacité qui devrait être complétée par une autre étude, on y reviendra.
Donc, on va vous donner un petit peu plus de détails justement sur cette première étude qui a été faite avec le tacrolimus. Donc, on a le schéma de l'étude. Donc, le tacrolimus, il est présent dans une pommade qui est commercialisée aujourd'hui, qui s'appelle le Protopic, qui a une AMM pour une utilisation pour le traitement contre l'eczéma. Donc, on a utilisé cette pommade pour notre étude. Et donc, on évaluait l'efficacité de cette pommade pour le traitement des épistaxis. Donc, c'est une étude qu'on a fait sur 3 centres randomisés contre placebo. Le traitement, il durait 6 semaines où les patients ils faisaient des applications de pommade matin et soir dans chaque narine. Et ensuite, il y avait un suivi pendant 6 semaines. Les résultats, donc sur les petits bâtons, là vous voyez, c'est la durée des saignements sur les 3 périodes, avant traitement, pendant traitement et après traitement. Donc comme vous pouvez le voir, pendant la période de traitement, on a une diminution des épistaxis. Bon, elle est présente dans les 2 groupes. Donc l'orange foncé, c'est le groupe tacrolimus et le plus clair, c'est le groupe placebo. Donc même s'il y a une diminution dans les 2 groupes, la diminution elle est plus importante dans le groupe actif avec le tacrolimus. Donc on a une diminution, notre critère c'était, on jugeait de l'amélioration s'il y avait une réduction de 30% des épistaxis. Et donc dans le groupe tacrolimus, il y a eu 60% des patients qui ont été améliorés et dans le groupe placebo, seulement 40%. Donc, ça montre le bénéfice du tacrolimus par rapport au placebo, même si ça montre aussi que l'humidification quotidienne de la muqueuse nasale avec une pommade est efficace également, même sans actif. Alors, concernant donc le bevacizumab, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Donc, par voie locale, donc vous voyez que ce schéma vraiment est important parce que je trouve qu'il montre bien que ça prend du temps de faire de la recherche. On a débuté, donc après les publications, on a débuté en 2009 l'essai thérapeutique métaphore, donc qui montrait la diminution vraiment importante. La moyenne était de 220 minutes au début de l'étude de durée mensuelle de saignement de nez. Donc 220 minutes, ça fait à peu près 4 heures. Et on diminuait à 40 minutes à 6 mois. Donc c'était vraiment une diminution significative. Et puis après, à l'arrêt du traitement, les épistaxis remontaient, les saignements de nez donc, remontaient doucement. Donc, ce traitement a été vraiment important. Bab, on va y revenir juste après. Et donc, par voie locale, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je vous l'ai dit tout à l'heure oralement, mais un ensemble d'études qui ont été faites en parallèle, donc en parallèle de la voie générale. Donc, la dernière étude qui a été faite, BAB, donc l'efficacité du bevacizumab dans les hémorragies sévères, c'était une étude nationale multicentrique de phase 3. Un essai, donc, comme Anne-Emmanuelle vous a expliqué, randomisé, c'est-à-dire que les patients sont tirés au sort. En double insu, ça veut dire que ni le patient ni le médecin ne connaît son traitement. Ça ne sait s'il est dans le groupe placebo ou dans le groupe traitement, donc contre placebo. Le critère de jugement, c'était on a inclus que les patients qui avaient des transfusions sanguines importantes. Et donc, ce qu'on voulait, c'était diminuer le nombre de transfusions avant et après traitement. On a inclus 24 patients et l'étude a été un peu prolongée. Voilà, elle a duré 30 mois. Voilà, elle est terminée. On est en train de publier. Donc, on incluait les patients qui avaient des transfusions, plus de 4 transfusions de globules rouges sur une période de 3 mois avant l'inclusion. Donc, c'est vraiment des patients qui avaient des saignements importants. Voici comment se passait l'étude. Donc, au moment de l'inclusion, on vérifiait tous les critères. Ensuite, le patient recevait les 6 injections d'Avastin espacées de 14 jours, puis était surveillé pendant encore 3 mois pour qu'on puisse juger de l'amélioration.
Donc, je ne vais pas vous montrer les résultats sur une diapo ce soir parce qu'ils sont en cours de publication et qu'on n'a pas le droit de les montrer. Clairement, les patients ont bien diminué leur transfusion dans le groupe traitement plus que dans le groupe placebo. Voilà. Après, ça n'a pas été une diminution aussi importante que ce qu'on aurait aimé, mais en tous les cas, il y a une diminution significative. Après, ce qui fait la difficulté aussi de ces études dans les maladies rares, c'est que pour montrer des différences assez importantes, il faut avoir un nombre important de patients. Et c'est vrai que là, on avait choisi un critère assez de transfusion. Donc, heureusement, ça ne concerne pas énormément de patients. On a inclus 24 patients, ce qui était prévu. Mais clairement, si on avait inclus plus de patients, ça aurait été plus simple de montrer ce qu'on souhaitait. Donc voilà, une des difficultés de ces études, c'est qu'on n'a pas la possibilité non plus d'inclure énormément de patients, contrairement à des études faites en cardiologie, par exemple, sur l'hypertension artérielle, où là, ils incluent un nombre de patients qui est supérieur à 1000, ou même parfois beaucoup plus. Nous, on ne peut pas faire ça dans les maladies rares. Voilà, donc en tous les cas, cette étude montre que l'Avastin, ça marche pour les hémorragies, pour traiter les hémorragies sévères. Il est clair que ça marche mieux probablement dans les atteintes digestives que dans les atteintes liées au saignement de nez, probablement parce que les mécanismes sont multiples et que les saignements de nez, les patients ont eu beaucoup aussi de traitements avant, beaucoup de chirurgie, et qu'il y a aussi des facteurs mécaniques qui induisent des saignements de nez. Voilà, donc cette étude, les résultats seront publiés prochainement. Juste une information importante également, Anne-Emmanuelle en a parlé sur le coût de ces études. Donc là, cette étude, le coût total était de à peu près 580 000 euros pour 24 patients, soit 24 000 euros par patient. Donc, ça comprend le coût du traitement, puisque là, on a payé le traitement dans cette étude. Oui. Ça comprend le coût des transports, ça comprend le coût de toutes les personnes qui vont travailler sur l'étude, que ce soit les attachés de recherche dans le service et dans les autres services, puisque c'était une étude multicentrique, que ce soit également les attachés de recherche à la direction de la recherche qui font les enregistrements, le monitoring. Donc, tout est représenté ici, à peu près 34% de frais pour le personnel, 22% de frais pour les hospitalisations, 3% pour la pharmacie, 15% pour le médicament, 22% pour le transport. Voilà, et donc ces études, quand on fait une étude, en fait, tout est payé par le budget de l'étude. Donc ça, voilà, le prix est important. Alors, concernant les études en cours, donc, je reprends le même schéma. Donc, voilà, on a rajouté les études en cours. La première, une étude qui est en cours à Bordeaux, concerne les bêta-bloquants par voie orale. Donc, il y a beaucoup d'éléments pour penser que les bêta-bloquants ont une efficacité sur la formation des vaisseaux, entre autres parce que chez les petits-enfants qui ont, alors pas la maladie de Randy-Hössler, mais des anomalies vasculaires autres, les bêta-bloquants ont montré qu'il y avait une efficacité très importante. Donc, de manière un peu similaire, on s'est dit pourquoi pas. C'est aussi pour ça qu'on avait fait l'étude avec le spray nasal. Et donc, à Bordeaux, actuellement, le professeur Dufou et le docteur Contis mènent une étude qui s'appelle EPERO, qui est en cours. Donc, on n'a pas non plus les résultats puisqu'elle est en cours. Voilà. Donc, si vous souhaitez éventuellement participer à cette étude. Donc, la différence avec l'étude qu'on avait faite, c'est que là, le bêta-bloquant est administré par la bouche. Voilà, donc pour le moment, pas de conclusion, mais si ça vous intéresse, vous pouvez éventuellement les contacter. C'est une étude locale donc, qui se fait à Bordeaux, qui n'est pas nationale. Concernant donc l'étude en cours dans le centre à Lyon et dans d'autres centres en France, c'est une étude nationale qui s'appelle Épicure, donc qui a pour but de tester l'efficacité du nintédanib par voie orale, c'était pour toi. Oui, voilà, et donc Anne-Emmanuelle va vous développer ça. Donc, le nintédanib, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase. Donc, son action au niveau de la voie de l'angiogénèse, elle est un petit peu différente du bevacizumab. Le bevacizumab, il captait le VEGF que vous avez vu tout à l'heure sur le schéma de Sophie. Et le nintédanib, lui, va bloquer des récepteurs, 3 récepteurs de la voie de l'angiogénèse. Et donc, cette étude
Oui, ce que je peux dire aussi, c'est que ce médicament, il est commercialisé dans 2 indications. D'une part pour les fibroses pulmonaires et d'autre part pour le traitement de certains cancers bronchiques en association avec des chimiothérapies. Donc, oui, on va passer parce que je vais développer après. Donc, on a prévu d'inclure 60 patients dans cette étude sur 10 centres qui sont répartis sur le territoire français, avec une durée d'inclusion de 24 mois. Donc, notre objectif, c'est d'évaluer l'efficacité du traitement avec une posologie de 300 mg par jour pendant 12 semaines et sur la durée des épistaxis. Et notre traitement sera jugé efficace si les saignements de nez diminuent de moitié. Donc, les centres qui incluent, c'est les centres qui sont indiqués en rouge. C'est en rouge, voilà. c'est ça. Et les centres bleus, ce sont des centres de compétences, mais qui ne sont pas des centres de traitement. C'est ça. Donc, les patients, pour être inclus dans cette étude, ils doivent avoir des épistaxis modérés à sévères avec un score supérieur à 4. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce score, sans doute pas trop. En fait, c'est un score, c'est un questionnaire qui porte sur 6 items, qui prend en compte la fréquence, la durée, l'intensité, s'il y a un avis médical qui a été demandé, s'il y a de l'anémie et s'il y a eu des transfusions. Et donc, notre étude, ça a été démontré que les ESS, quand le score était supérieur à 4, c'était vraiment des saignements qui altéraient la qualité de vie au quotidien. Donc, pour vous donner un exemple, des personnes qui vont saigner tous les jours, par exemple une fois par jour, mais avec une durée de 6 à 15 minutes, on est sur un score à 4,75. Donc, le schéma de l'étude, le traitement, il dure pendant 12 semaines avec des visites rapprochées. C'est à la fois pour vérifier la bonne tolérance du médicament et pour prescrire le médicament. Et donc, il y a 6 visites au total. Et ensuite, après la fin du traitement, il y a une période de suivi de 12 semaines. Les comprimés, ils se prennent donc par voie orale le matin et le soir. Et donc, on va comparer les durées de saignement. Les patients, ils remplissent des grilles d'épistaxis pendant toute la période et 8 semaines au minimum avant le début de l'étude. Et nous, on va comparer les durées de saignement pendant les différentes périodes. Donc, on a commencé cette étude en 2020, on a commencé les inclusions en 2020. Là, j'ai marqué 36, mais aujourd'hui, on en est à 37, puisqu'il y a eu une inclusion hier. Donc, ça avance bien, même si on reste en dessous de notre courbe théorique qui est en bleu. Donc, si certains d'entre vous sont motivés pour avoir plus d'informations sur cette étude, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de leur médecin. Donc, le coût de cette étude, elle est de 514 000 €, ce qui fait un coût par patient de 8 500 € à peu près. Donc, contrairement à l'étude précédente, on a une proportion de coût pour le personnel qui est plus important, parce que cette fois-ci, on n'a pas de coût d'hospitalisation qui était important dans l'étude BAB. On n'a pas de coût de médicaments non plus, puisqu'on a la chance d'avoir une collaboration avec Boehringer Ingelheim qui nous fournit le médicament. Et c'est un médicament qui coûte très cher. Bon, j'ai estimé à 400 000 €, mais je ne sais pas du tout ce que ça peut coûter. En fait, c'est le même coût que l'Avastin. En fait, on estime qu'un mois de traitement, ça coûte à peu près 2 000 €. Et ce schéma, je trouve qu'il est intéressant pour illustrer justement ce qu'on disait au début sur le temps de développement, puisqu'on voit bien que là, on a fait une demande de financement par PHRC, donc c'est des projets hospitaliers de recherche clinique, c'est des projets nationaux. Donc, on a obtenu le financement en 2018. Donc, ensuite, il y a toutes les démarches réglementaires à faire qui prennent du temps. Là, ce qui a pris aussi du temps dans cette étude, c'est tous les contrats avec justement Boehringer. Les signatures, il y a des allers-retours, c'est un peu long.
Et ensuite, on a eu la pandémie qui ne nous a pas favorisé la tâche. On pensait pouvoir inclure début 2020, mais bon, on a quand même pu commencer au mois de juin. Ensuite, donc, il y a quand même deux ans d'inclusion, donc ce qui nous mène à juin 2022. Ensuite, il y a toute une période de contrôle qualité dans tous les centres. Il y a 10 centres qui sont ouverts, donc il y a des attachés de recherche clinique qui vont visiter tous les centres, qui vérifient la qualité des données. Tout ça, ça prend du temps. Ensuite, il y a l'analyse statistique avant d'avoir les résultats qu'on aura en 2023. Donc, une étude comme celle-ci, ça dure 5 ans. Donc, où s'informer des essais en cours? On a essayé de faire un état des lieux, voir où vous pouvez avoir des informations. Donc, bien évidemment, votre médecin référent dans le centre de référence ou de compétences peut vous renseigner. Ensuite, il y a le site de l'association de patients qui relaye bien les informations et qui ont un onglet recherche où ils listent les études en cours. Il y a le centre rendu Osler aussi, on essaye de mettre à jour régulièrement l'onglet recherche. Il y a sur le site de la filière, qui est aussi très actif, je vais vous montrer leur bulletin recherche qui est très bien fait et qui a une liste importante. Et puis sinon, je voulais vous montrer aussi un site international qui s'appelle Clinical Trial, qui répertorie vraiment toutes les études. C'est vraiment la liste qui me semble la plus complète si on veut avoir une vue globale. Et j'ai essayé de faire un petit recensement pour vous montrer. Sinon, il y a le site Orphanet aussi, qui est une plateforme pour les maladies rares, qui répertorie des protocoles de recherche, mais ça ne m'a pas paru complet du tout. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la liste. Donc ça, c'est le bulletin recherche qui est publié par la filière. Donc là, pour la maladie de Randu-Osler, par exemple, on a 2 pages comme celle-ci. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études dont on n'a pas parlé ce soir, parce qu'il y a la recherche fondamentale, faite notamment par Sabine Bailly à Grenoble. Donc là, on retrouve l'étude tacrolimus. Il y a aussi bevacizumab, le nintédanib, mais il y a aussi l'étude de qualité de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de patients qui écoutent, qui ont dû participer à cette étude. Il y a eu également une étude sur les complications obstétricales et néonatales. Là, on a une étude sur la population lymphocytaire T angiogénique. Moi, ça ne me parle pas beaucoup, mais on ne va peut-être pas détailler. On retrouve l'étude sur le propranolol. Il y a une étude CEPAN avec la somatostatine. Donc ça, c'est une étude hollandaise et c'est une étude européenne à laquelle on participe. Il y a une autre étude de Sabine Bailly sur les cellules endothéliales. Une étude de Vincent Grosbeau qui est à Clermont-Ferrand qui répertorie tous les patients qui ont été traités par des anticoagulants et antiagrégants. Il y a l'étude de Caen sur le spray intranasal qui a commencé depuis longtemps. C'est un PHRC en 2012, mais je pense qu'ils ont des problèmes de recrutement sur cette étude. Et puis, la dernière, oui, c'est Didier Erasme qui développe une application pour enregistrer les épistaxis au quotidien. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est attendu par tout le monde, par les patients. Donc, le site Clinical Trial, voilà une copie de la première page. Donc, c'est en libre accès, tout le monde peut y aller. Donc, en haut, évidemment, c'est en anglais. Mais aujourd'hui, avec sur Internet, on peut facilement faire des traductions, ça peut aider. Donc, en haut, il faut renseigner le statut de l'étude. Donc, soit on sélectionne les études qui recrutent ou toutes les études. En dessous, on rentre le nom de la maladie. Donc, en l'occurrence, là, on peut rentrer HHT ou Randu-Osler disease, il y a différentes dénominations.
On peut rentrer d'autres termes. Si on cherche une étude en particulier, on peut rentrer le nom de l'étude. Si vous rentrez BAB, vous pouvez voir l'étude et tout ce qui est écrit dessus. On peut sélectionner aussi par pays. Donc, j'ai fait une recherche des études qui étaient sur ce site sur la France. Donc, on retrouve, c'est marqué 17 à droite, mais il y en a 2 qui concernent une autre maladie qui sort quand on tape HHT. Donc, au total, il y a 15 essais. Il y en a 10 qui sont terminés et 5 en cours. Donc là, si on passe, on va retrouver celles dont on a déjà parlé. On retrouve toutes les études dont on a parlé tout à l'heure, sauf la première, c'est l'étude Athéro. C'est une étude qui était randomisée contre placebo qui a été faite en 2005, donc elle est terminée depuis longtemps. Elle est terminée depuis longtemps, mais oui, ça c'est déterminé. Et puis sur les 5 en cours, sur la diapo suivante, on retrouve celle dont on vous a parlé, Épicure, Épéro avec le propranolol, l'étude de Caen qui est toujours statuée en cours. On retrouve aussi une étude sur l'imagerie qui a été faite à Lyon. Le statut n'est pas à jour puisqu'elle est terminée. Et on retrouve aussi l'étude COGRAR 5 qui est une étude de la filière sur plusieurs pathologies pour décrire l'évolution obstétricale et pédiatrique. Alors, au niveau international, donc j'ai fait la même recherche et on trouve à peu près 80 études. La moitié sont en cours et l'autre moitié sont terminées. Alors, bon, toujours quand on fait ce genre de recherche, le problème, c'est que le statut, il n'est pas toujours mis à jour régulièrement, donc il peut y avoir des variations. Et sur ces études, attends. Donc, dans les études en cours, il y en a 11 qui sont sur médicaments. Donc, ça me semblait intéressant de voir au niveau international, quels autres médicaments pouvaient être testés. Donc, on retrouve le bevacizumab, ça on en a bien parlé largement. Vous savez de quoi il en retourne. Le nintédanib, donc il y a la nôtre et il y a les Suisses qui mènent une étude équivalente. Le pazopanib, oui, on peut peut-être passer la diapo après parce que du coup, j'avais détaillé. Pazopanib, en fait, c'est aussi un inhibiteur de tyrosine kinase au même titre que le nintédanib. Et donc là, c'est une étude américaine sur des basses doses. Le problème, c'est que cette étude, elle n'est pas randomisée, mais sur 30 patients. Ensuite, on a des études sur la doxycycline, sur le continent américain, l'étude propranolol, l'étude pomalidomide aux États-Unis, donc sur un grand nombre de patients, 159 patients, elle est randomisée contre placebo. Donc, je laisserai peut-être Sophie dire 2-3 mots sur cette molécule. L'octréotide, donc c'est celle dont j'ai parlé, c'est l'étude CEPAN, qui est l'étude européenne avec les Hollandais. Et le Canada, la dernière ligne, fait une étude avec le tacrolimus par voie orale. Donc, je ne sais pas, juste 2 mots sur le pomalidomide, parce qu'on n'en reparle pas après. En fait, on a choisi, c'est un choix de ne pas développer ce type de médicament pour le moment dans nos études. C'est un dérivé de la thalidomide. La thalidomide, vous en avez tous malheureusement entendu parler probablement, parce que c'est un médicament qui dans les années 70-80, avait été utilisé chez les femmes enceintes et entraîné beaucoup de complications était tératogène, c'est-à-dire que des problèmes de malformation chez les enfants. Et donc, une grande toxicité de ce médicament, après, pas uniquement chez les enfants, mais également chez les gens qui les prenaient. Il y a une toxicité neurologique importante et il entraîne aussi des thromboses de manière assez fréquente. Il y a des patients en France qui ont reçu dans des situations difficiles de la thalidomide. Et beaucoup ont dû arrêter du fait de la toxicité. Donc, nous on avait choisi de ne pas développer ce médicament dans la maladie de Ranvier. D'une part, parce qu'on sélectionnait vraiment les patients. On ne pouvait pas du tout inclure de personnes jeunes en âge d'avoir des enfants du fait des risques tératogènes ou alors avec des précautions vraiment importantes. Et puis d'autre part, du fait de la toxicité qui était très importante. Alors, il y a des dérivés de la thalidomide, dont le pomalidomide, qui ont été développés
Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette étude. Donc, il me semble vraiment une étude très intéressante, surtout qu'elle est randomisée, il y a un grand nombre de patients inclus, et potentiellement, mais j'en sais pas plus, une toxicité qui sera nettement moins importante que la thalidomide. Donc, c'est sûrement un médicament qui pourrait être enfin, voilà, à suivre. Mais en tous les cas, pour le moment, il n'y a pas d'étude en France et je n'ai pas d'informations spécifiques à vous donner sur celle-là. Donc, concernant les essais à venir, je me dépêche, mais on est à la fin. Donc, les prochaines étapes pour le bevacizumab, parce que quand même, c'est un médicament, vous le savez, qui est intéressant dans la maladie de Ranvier, donc probablement pas pour tous les patients, parce que c'est un médicament qui a quand même s'il est bien toléré dans la plupart des cas, qui peut avoir une toxicité, c'est un médicament qui coûte extrêmement cher et qui s'administre par voie intraveineuse, donc c'est pas très simple. Donc vraiment, aujourd'hui, il est utilisé, mais on le réserve à des formes, à des indications bien particulières. En tous les cas, ce qui est important, c'est qu'on continue à travailler dessus. On travaille aussi avec l'ANSM, donc qui est l'Agence de sécurité du médicament en France, et on est en cours d'obtenir une recommandation temporaire d'utilisation pour qu'il soit pris en charge par la sécurité sociale, parce qu'actuellement, ce sont les hôpitaux qui payent. Voilà, donc ça reste compliqué, mais c'est en bonne voie. On travaille aussi sur les biosimilaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bevacizumab, il y a plus, Roche n'a plus le brevet, donc il y a d'autres laboratoires qui commercialisent des génériques de l'Avastin, donc c'est du bevacizumab, mais ça ne s'appelle plus Avastin. Et donc, on essaie de travailler avec ces laboratoires pour développer l'indication et éventuellement une AMM pour la maladie de Ranvier. Mais ça, ce n'est pas pour demain. Voilà. Donc, en tous les cas, c'est un médicament qui reste extrêmement intéressant dans la maladie de Ranvier pour certaines formes bien particulières. Éloge, donc c'est la suite de l'étude de tacrolimus dont Anne-Emmanuel vous a parlé tout à l'heure. Donc, la pommade nasale, donc là, pour des patients qui ont des saignements de nez moins sévères, mais qui sont quand même très répétés et gênants, cette pommade intranasale peut vraiment avoir un intérêt. Et donc là, on est en attente, on a demandé un financement, un PHRC, c'est un programme hospitalier de recherche clinique, pour pouvoir faire cette étude sur un plus grand nombre de patients que ce qui a été fait pour la précédente étude, pour vraiment montrer que ça a un intérêt. Voilà, donc le financement est en cours. Et ce qu'on se propose de faire, alors encore une fois, si on a le financement, c'est d'inclure donc un grand nombre de patients, environ 100 patients, donc ce sera une étude nationale. Les autres centres sont d'accord de participer. Et là, c'est pareil. Donc, on randomisera. Alors, c'est pas tout à fait. Il y a un placebo, mais tous les patients recevront et le médicament et le placebo. C'est ce qu'on appelle un plan croisé, c'est-à-dire que les patients, ils auront soit d'abord le tacrolimus, puis une période d'arrêt, puis ensuite le placebo, soit l'inverse, d'abord le placebo, puis une période d'arrêt, puis le tacrolimus, et ensuite on comparera les patients avant et après traitement. Ce sera toujours le remplissage des grilles d'épistaxis qui sera important pour pouvoir évaluer la durée par mois d'essaimement de nez pendant la période de traitement et pendant la période de placebo. Voilà, donc à suivre. Alors pour conclure, je voulais juste m'adresser aux patients dans le cas où leur médecin propose de participer à un essai clinique. Donc je voulais juste repréciser quelques points. Donc si on vous propose de participer à un essai clinique, le protocole, il a reçu les autorisations des autorités compétentes, à la fois l'Agence de santé du médicament et aussi un comité de protection des personnes. Donc, vous êtes informé sur tous les points de l'étude. Vous avez normalement, vous recevez un document écrit qui donne toute l'information et vous avez toujours un temps de réflexion pour prendre votre décision. Vous pouvez en parler avec d'autres médecins, avec des personnes de votre famille. Vraiment, il ne faut pas hésiter à se renseigner avant de prendre une décision. Et votre médecin, s'il vous propose de participer à une étude, c'est qu'il pense que ça peut être bénéfique pour vous. La sécurité du patient et le bénéfice pour le patient sera toujours supérieur à l'intérêt scientifique. Votre participation, elle est toujours libre et volontaire. On ne vous force pas et votre médecin ne vous en voudra pas si vous n'acceptez pas de participer. C'est vraiment important.
de se sentir libre et on n'a pas besoin de donner de raison pour son refus. Quand vous participez à une étude clinique, il n'y a pas de frais supplémentaires. Les frais sont pris en charge par l'étude. Par contre, c'est sûr qu'il y a des contraintes. Il faut accepter les visites et les examens prévus par le protocole. Comme on vous l'a dit, les études, il faut qu'elles soient de qualité. Donc, ça demande une participation active des patients. Il vaut mieux refuser plutôt que d'arrêter en route, même si vous êtes toujours libre d'arrêter en route. Voilà. Voilà, merci pour votre attention. Merci à tous pour votre présence. Merci à Julie et à l'ensemble de la filière. Merci à tous les centres rendus Osler parce qu'on a la chance de bénéficier d'un réseau national qui est vraiment très actif et qui participe vraiment. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander aux responsables de vos centres respectifs. On est vraiment très en lien et les choses se font vraiment ensemble. Et puis, merci à Emmanuel et puis à toute l'équipe de recherche clinique ici à Lyon. Merci à vous deux pour cette présentation. On a déjà reçu quelques questions, si vous voulez bien que je vous les pose. On vous écoute. On nous demande si le spray nasal à base de bevacizumab ne fonctionnait pas parce qu'on n'avait pas trouvé l'adjuvant qui permettrait au médicament de pénétrer la muqueuse nasale. Alors, c'est une question compliquée. Un adjuvant, alors je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait utilisé le bevacizumab tel quel, c'est-à-dire qu'on a utilisé le bevacizumab qui était injecté par voie intraveineuse et on l'a mis dans l'esprit, on ne l'a pas modifié parce qu'il faut savoir que si on veut modifier un médicament, alors là, c'est compliqué, il faut faire des études de galénique et on part pour au moins 4 ans déjà de recherche, plus de galénique pour développer une nouvelle forme. Donc voilà, donc on avait choisi d'utiliser le spray nasal tel quel. Je l'ai goûté avec la pharmacienne de Lyon Sud pour être sûr qu'il n'avait pas de goût et on a utilisé un placebo qui n'avait pas de goût. Et voilà. Donc, l'adjuvant, je ne suis pas sûre. De toute façon, ça reste une grosse molécule. Donc, après, on s'était posé la question d'utiliser le Lucentis, qui est un autre anticorps anti-VEGF qui est utilisé en ophtalmo et qui a été coupé. Donc, il y a un plus petit poids moléculaire pour voir si. Voilà, le problème du Lucentis, c'est qu'il coûte beaucoup plus cher que l'Avastin. Et voilà. Après, les patients qui ont la maladie de Ranvier-Serre, souvent aussi, ont un état nasal, ont beaucoup de croûte dans le nez. Et probablement, ça gêne aussi l'absorption. Et ce qu'on avait observé sur une muqueuse sans croûte, en fait, on avait testé, les ORL avaient testé sur une muqueuse, c'était une muqueuse animale. Ça passait, il y avait quand même un petit passage, mais c'est probablement très altéré dans la maladie de Ranvier-Serre. Voilà. Mais alors, en effet, on peut toujours se poser la question, si on faisait un gel, le problème, c'est encore une fois, c'est que développer un gel, ça va prendre au moins 4 ans et on n'est pas du tout sûr que ça va améliorer les choses. Donc, voilà, on peut toujours, en effet, se poser la question de l'adjuvant, mais je n'ai pas de réponse. D'accord, merci. Est-ce que le nintédanib peut être pris par les femmes enceintes? Non. Non, c'est des médicaments. Non, ça ne peut pas être pris. Alors, a priori, ça n'a pas l'air extrêmement toxique. Hein. On avait regardé, mais de toute façon, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études. Et dans le doute, ces médicaments qui ne sont pas très anciens, en plus avec une action, les femmes enceintes, pendant la grossesse, il y a vraiment une angiogénèse de manière normale qui est hyper importante parce que c'est comme ça le placenta que le bébé se développe. Hein. La thalidomide, c'est son action anti-angiogénique qui a entraîné les problèmes. Les enfants, il leur manquait des membres et voilà. Il y a vraiment une formation des vaisseaux très importante pour l'embryon, c'est comme ça qu'il se développe. Donc, si on donne un médicament qui bloque la formation des vaisseaux, là, vraiment, on risque d'avoir des gros problèmes. Donc, c'est sûr que non, pas chez la femme enceinte. Et on a eu une autre question sur des pommades qui se trouveraient uniquement à l'étranger, le Rhinopantena et le Rhinobanedif. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est? Si la personne qui a posé la question a plus de détails.
Donc, en effet, des pommades que vous avez testées qui s'avèrent bien calmantes et efficaces, mais que vous trouvez uniquement à l'étranger. Et c'est quel pays et quelles sont ces pommades? En attendant d'en savoir plus, quelqu'un d'autre demandait qu'est-ce que vous pensez des injections endonasales Avastin plus Glubran? Le Glubran, il y a eu un changement. J'ai pas de. Alors, il y a de l'Avastin, on n'en a pas du tout parlé, hein, qui a été utilisé et qui est utilisé encore en sous-muqueux. Donc, je pense que c'est à cette étude que vous faites, je crois que c'était le professeur Borsic qui faisait ça en sous-muqueux, en injection. C'est-à-dire que l'Avastin n'était pas utilisé en spray, mais il était injecté au niveau de la cloison nasale et éventuellement avec du Glubran, qui est une autre qui est utilisé, qui est une espèce de colle qui a été utilisée. Mais voilà, qui a montré une efficacité. Le problème, c'est quand l'Avastin est injecté au niveau de la cloison nasale, il y a un risque de perforation de la cloison nasale, comme avec d'autres chirurgies. Donc, ça a l'air plus efficace. Alors, le problème, c'est que ces études, elles ne peuvent pas être faites en aveugle. Et voilà. Et qu'en plus, comme il y a deux choses utilisées en même temps, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc, voilà. Par rapport à l'interprétation, je ne sais pas exactement. Alors, je crois qu'on a la réponse par rapport au Rhino Pantena qui est en Pologne. L'autre qui est Rhino Banelif en Espagne. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans ces drogues, dans ces pommades, pardon? Je peux regarder sur Internet en même temps, mais je ne sais pas. Alors, en attendant qu'on ait plus d'infos sur ces pommades, il y a une question, pourquoi ne pas généraliser l'utilisation de l'Avastin en intraveineux pour les patients qui sont demandeurs puisque ça marche? Donc, alors, généraliser, je crois qu'il faut s'en méfier. D'abord, ça ne marche pas chez tout le monde. Donc, ça, c'est important. Ensuite, c'est un médicament quand même qui potentiellement peut avoir des effets secondaires. Donc, on ne peut pas se permettre de donner un médicament potentiellement toxique à des patients qui ne sont pas très gênés. Voilà, ça nous paraît un peu disproportionné. Après, c'est toujours difficile. Donc, on le donne, vraiment, on le prescrit et on fait tout pour prescrire chez des patients chez qui on pense que ça peut être utile et si ça l'est. Encore une fois, la dernière étude montre bien que c'est efficace, mais pas chez tout le monde non plus. Donc, ça marche, mais ça ne marche pas chez tout le monde. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Et encore une fois, la ne me semble pas souhaitable. Voilà, il faut clairement, c'est quand même on rediscute lors des réunions de concertation multidisciplinaires qui ont lieu une fois par mois avec tous les centres de compétences, des indications. Voilà, c'est quand même pas un médicament anodin qu'on peut donner comme ça facilement. Alors, je suis en Belgique, une question de Françoise. Et la pommade dont vous parlez est fabriquée avec des huiles essentielles et Vitapentol. Bon. Donc ça, je pense que c'est par rapport aux pommades polonaises et espagnoles, c'est ça. Bon, bah écoutez, c'est tant mieux. Alors, les huiles essentielles, il faut quand même s'en méfier parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si c'est à mettre en local, ce qu'il faut, c'est quand on met de l'huile, c'est éviter de le mettre le soir au coucher pour ne pas l'inhaler. Il faut bien le mettre en position verticale, assis ou debout. Donc, comme ça a été montré dans l'essai de Tacrolimus, l'humidification avec des huiles améliore en effet les saignements de nez. Donc, quoi qu'il soit utilisé, je pense que c'est important d'utiliser des crèmes ou des huiles ou des pommades. Voilà. Alors, on a un commentaire aussi. Avastin plus Glubran, pas une étude, c'est la deuxième fois que j'y recours. Deuxième fois pour 3 années de tranquillité. Bon, bah écoutez, je dirais tant mieux si c'est efficace chez vous et s'il n'y a pas d'effet secondaire. Tu as une chose à ajouter? Tu as des choses à ajouter? Ouais, alors, Madame Avalon qui nous demande que se passe-t-il en cas de perforation nasale? Donc, en cas de perforation de la cloison nasale, donc entre les deux fosses nasales, il y a une cloison qui est du cartilage, et donc qui est très fragile et qui est très vascularisée.
Et c'est vrai qu'en cas de chirurgie, surtout les lasers, ou, donc je vous l'ai dit, parfois les injections d'Avastin avec Lubran, ça peut entraîner des perforations de la cloison. Alors c'est vrai que c'est embêtant parce que alors, du coup, quand un patient saigne d'un côté, ça coule de l'autre. Alors c'est pas dangereux, hein, mais ça peut être embêtant. Et puis surtout, ça a été bien montré que ça modifie la circulation de l'air dans les fosses nasales et que du coup, comme c'est ça qui dessèche la muqueuse nasale dans la maladie de Ranvier-Osler, probablement ça augmente et apparemment les ORL voient bien que c'est au niveau de la perforation de la cloison nasale qu'il y a beaucoup de télangiectasie. Donc probablement ça augmente, ça peut augmenter les saignements de nez. Voilà. Alors, pourquoi les pommades homéoplasmine HEC ou l'huile gélocitin ou le physiomère bébé ne sont pas prises en charge? Ah, euh, bah, c'est une bonne question, hein. On l'a écrit justement. On a rédigé des protocoles nationaux de diagnostic et de soins et une liste aussi des médicaments qui nous paraissaient utiles. Ça fait beaucoup d'années maintenant. On l'a mis à jour régulièrement. On a déjà demandé, c'est considéré comme du confort et je suis bien d'accord que c'est choquant que ce soit considéré comme du confort dans la maladie de Ranvier-Osler parce que c'est vraiment utile. Gélocitin, ça coûte très cher, les petits flacons là. Voilà, alors il y a le sérum physiologique en grande bouteille qui est pris en charge. Donc ça, vous avez là, je crois que c'est 250, je ne sais plus la quantité, 250 ml. Bon, il y a les grosses bouteilles qui sont prises en charge. Donc ça, vous avez toujours la possibilité d'acheter une grande bouteille et puis après de le répartir dans un spray que vous avez, soit bien nettoyé bien sûr, mais c'est des grosses bouteilles stériles. Voilà. Mais sinon, je suis bien d'accord. Alors peut-être qu'avec l'association de patients, on pourrait peut-être faire quelque chose, enfin, je sais pas, une lettre avec les centres pour demander une prise en charge. Je sais pas quel poids ça aurait, parce que ça fait longtemps qu'on demande ça. Mais voilà, je n'ai pas de solution malheureusement. Les notices sont en langue étrangère, donc pas compréhensibles. Mais vous en saurez plus sur Internet. Je voulais vous transmettre cette info sur ces pommades non connues ici, car ça peut aider les autres. D'accord. Bon, bah, écoutez, merci pour cette expérience. On va essayer de regarder ce qu'il y a là-dedans. C'est intéressant. Dans notre maladie, rien n'est pris en charge, ni la dermatologie pour traiter les télangiectasies du visage. Alors ça, si. Si. Les lasers si vous êtes pris en charge et qu'il y a une demande de prise en charge à 100%, une ALD 100, ce qu'on appelle l'ALD 100 par la sécurité sociale, le dermatologue fait une demande d'entente préalable auprès de la sécurité sociale et si la maladie de Ranvier-Osler est bien déclarée, normalement le laser, alors au moins en partie, peut-être pas tout, ça doit dépendre des dermatologues, mais est prise en charge par la sécurité sociale. Donc il faut revoir vérifier que vous avez bien une demande de 100% qui a été acceptée par la sécurité sociale, de prise en charge à 100%, et bien que votre dermatologue, avant de faire le traitement, fasse la demande d'entente préalable à la sécurité sociale. Peut-on espérer qu'un jour, un laboratoire soit intéressé par le développement d'un médicament destiné à 10 000 patients? Alors, ça, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de médicaments, même pour des maladies très rares, qui sont développés, donc même pour des maladies plus rares que la maladie de Ranvier-Osler. Donc oui, je pense que pourquoi pas. Voilà, je pense qu'après, c'est vrai qu'il faut développer, on utilise des médicaments déjà développés et là, c'est un peu difficile. Il faudrait utiliser, mais on travaille avec, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas le droit, mais avec des startups pour développer des nouveaux médicaments, entre autres dans la maladie de Ranvier-Osler. Donc oui, il y a des pistes pour développer de nouveaux médicaments. Des laboratoires intéressés, des nouveaux laboratoires. Voilà. Et comme ce sera des phases dès le début, on peut espérer qu'ensuite, il y ait une demande d'AMM. Donc oui, il y a quand même des choses. Ça avance pour les maladies rares. Heureusement, il y a des structures qui se mettent en place aussi pour aider ça et pour appuyer ces demandes. Alors, il y a une question ALD non prise en charge ni un taux d'invalidité.
Je ne comprends pas ce que Par vous... rapport à la question d'avant, je pense, sur la dermatologie. Alors, l'ALD, alors, la maladie de rendu Osler peut être prise en charge en ALD. Il faut en faire la demande. Alors, là, ça ne fait pas partie de la liste des 31 maladies qui sont prises en charge automatiquement. Donc, ça peut être refusé par la sécurité sociale. Si c'est refusé, vous pouvez faire un recours. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est revoir avec votre centre, hein, le centre qui s'occupe de vous, qui peut appuyer cette demande. Hein, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas une acceptation automatique. Ça dépend du tableau clinique. Je crois il faut faire un recours si ça n'a pas été pris en charge, refaire la demande. Beaucoup de patients sont-ils reconnus handicapés pour le travail? À quel taux? Car les épistaxis sont très invalidants en conditions professionnelles. Alors ça, c'est vrai. Je n'ai pas de chiffres à vous donner parce qu'on ne répertorie pas dans le centre. Alors, on a des patients qui ont une reconnaissance, ce qu'on appelle la RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. À quel taux? Ça dépend des patients et ça dépend de la gêne. Donc ça, c'est pas nous qui décidons. Mais je suis bien d'accord avec vous que les saignements de nez peuvent être extrêmement invalidants. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Il y a une question sur le laser. Préciser qu'en cas de laser, il faut rester 3 semaines à la maison au risque de faire peur à tout le monde. Bon, ça, je n'ai pas de commentaire, je ne suis pas ORL. Voilà, il y aura peut-être des webinaires avec des ORL. C'est sûr que le laser, ça peut être, c'est traumatisant à toutes les chirurgies natales. Lorsque le saignement est très haut au niveau du nez ou dans la gorge et que l'on peut réaliser un point de compression, y a-t-il autre chose que l'on puisse faire pour arrêter le saignement? Un traitement. Alors, c'est pas simple, hein, la question n'est pas simple, c'est assez un peu technique. C'est vrai que quand les saignements sont très postérieurs, en comprimant, on n'arrive pas à comprimer. Voilà, il y a des méchages, hein, on n'a pas parlé, mais il y a des mèches qui ont été testées. Après, parfois, voilà, si le saignement est trop abondant et qu'on ne peut pas l'arrêter, c'est sûr qu'il vaut mieux aller aux urgences pour faire un méchage. La dicinone et hexacil. Alors, dicinone, il n'y a pas eu d'étude. A priori, ce n'est pas très efficace. L'hexacil, il y a eu une étude en 2005 qui a montré que l'amélioration était... Alors, je parle de l'hexacil pris par la bouche, hein, parce que beaucoup de patients se mettent de l'hexacil sur des cotons dans le nez, et ça, il n'y a aucune étude là-dessus. Pris par la bouche, on a montré qu'il y avait une amélioration dans le groupe de patients qui prenaient l'hexacil par rapport au groupe placebo, mais modérée. Quelle est la différence entre du sérum physiologique et rhinomère? Je me tourne vers Anne-Emmanuelle parce qu'elle connaît ça bien. Je pense que c'est la même chose. Oui, hein, voilà. Sérum physiologique, c'est de l'eau salée en gros. Hein. Donc, avant, je me souviens d'ailleurs, M. Plochu proposait de préparer le sérum physiologique en faisant bouillir de l'eau avec du sel. Voilà, bon, il faut mettre les bonnes quantités. Donc, c'est la même chose pour moi, sérum physiologique, rhinomère, physiomère, enfin, c'est du sérum physiologique. L'idée de tester du nintédanib, je vous l'ai montré sur le schéma, c'est que ça fait partie des récepteurs qui sont importants sur les cellules endothéliales pour activer la voie de signalisation impliquée. Donc, l'idée vient de là. Après, il y en a beaucoup des médicaments qui agissent sur ces voies de signalisation. Alors, pourquoi celui-là plus qu'un autre? Tout simplement parce que après, on cherche un laboratoire qui veut bien nous soutenir. Le nintédanib était déjà utilisé comme tu l'as dit, dans une maladie rare qui est la fibrose pulmonaire. Donc, et le laboratoire Boehringer Ingelheim a bien voulu participer à cette étude. Un cas qui a été publié d'un patient qui avait une maladie de rendu Osler et une fibrose pulmonaire et il a été traité avec le nintédanib et ça avait bien amélioré ses épistaxis. Voilà, on se base souvent sur ce qu'on appelle ces case reports, c'est-à-dire des cas qui sont des observations ponctuelles et qui sont publiées et qui nous servent de base. Alors, avez-vous une solution pour limiter les saignements en cas de prise d'Azaflo obligatoire en cas de stent cardiaque? Alors ça, c'est une question difficile. Hein. Donc, on est en train de travailler.
c'est le docteur Vincent Grosbeau du centre de Clermont-Ferrand qui qui travaille sur les anticoagulants, les antiagrégants plaquettaires. Et c'est vrai que ça reste compliqué, voilà, quand il y a des stènes cardiaques. Les médicaments qui fluidifient le sang entraînent souvent des saignements et je n'ai pas de solution magique à vous donner. L'efficacité de l'Avastin baisse-t-il dans le temps? Je suis sous IV une fois par mois depuis 6 ans et je dois maintenant refaire des perfusions de fer inject, ça peut être le cas de moi. Alors oui, on a observé qu'avec le temps, souvent, il pouvait y avoir une diminution de l'efficacité. On a dosé les anticorps anti-bevacizumab pour rechercher s'il y avait une immunisation. On n'en a jamais retrouvé. Voilà, mais oui, on a un peu l'impression quand même qu'au bout d'un moment, l'efficacité diminue, surtout si les perfusions sont une fois par mois, c'est beaucoup. C'est ça, hein? Oui. Une fois par mois depuis 6 ans, je pense qu'il faudra peut-être arrêter et voir comment ça se passe à l'arrêt. Et en effet, vous avez toujours une grosse perforation de la cloison, ça ne change pas. Voilà, la perforation de la cloison, une fois qu'elle est là, elle est définitive. Alors, j'ai du mal à lire. Une hémorragie sévère par épistaxie très grave, mal localisée, peut-elle engendrer une perte de connaissance? Oui, oui, oui. Il y a des saignements de nez très importants qui entraînent une perte importante de globules rouges et une perte de connaissance, oui, oui, oui. Donc là, il faut vraiment, avant de perdre connaissance, c'est important d'appeler les secours, d'appeler les pompiers. Et donc, c'est là que parfois, il y a des transfusions de sang qui sont faites. En général, le saignement s'arrête. Mais en effet, il vaut mieux être transfusé dans ces cas-là. Alors, la question sur les angiomes pulmonaires et hépatiques, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans parce qu'on est un peu hors champ. Ça dépend beaucoup des patients en plus. Donc, je ne peux pas vous répondre comme ça précisément. La logique derrière l'utilisation de la doxycycline pour diminuer les saignements. Voilà, c'est pareil, je crois que c'est basé sur des case reports, des cas, il a été observé des patients qui s'amélioraient. Ensuite, la doxycycline, c'est un antibiotique très ancien et qui a un effet anti-angiogénique. Voilà, un effet anti-angiogénique connu. Voilà, nous personnellement, on l'a testé chez 2 patients sans grande conviction et sans grande efficacité, mais voilà, ça ne veut rien dire. Donc, je crois qu'il faut attendre les résultats de ces essais. Malheureusement, je ne suis pas sûre qu'ils soient contre placebo et qu'il y ait beaucoup de patients. Mais bon, on attend pour le moment, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Vous êtes allergique au fer inject? Est-ce que c'est fréquent? Alors, ça arrive, hein, fréquent, je ne connais pas la fréquence exacte, mais ça arrive régulièrement que les patients nous disent qu'ils tolèrent mal soit le fer inject, soit le Venofer. Voilà, en tous les cas, s'il y a une allergie au fer inject, il faut essayer avec le Venofer, il faut changer de fer. Ok, bon, je crois qu'on a un peu débordé. Oui, on a reçu beaucoup de questions, mais tant mieux. Moi, j'avais reçu une dernière question sur les inscriptions. Quelqu'un m'avait demandé si ce serait possible un jour d'utiliser les ciseaux génétiques pour neutraliser la maladie. Ah, bah donc c'est ce qu'on disait au début sur la CRISPR-Cas9 et la thérapie génique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces ciseaux génétiques, c'est l'utilisation de CRISPR-Cas9. Donc vous avez tous entendu parler probablement qui permettent en effet d'accélérer beaucoup la technique de thérapie génique. Donc oui, on espère. On a déjà essayé de réfléchir à ça. Le problème, c'est que les cellules endothéliales, les cellules des vaisseaux, elles sont sur les vaisseaux et donc elles sont partout. Donc, il faudrait pouvoir les atteindre partout. Voilà, on ne peut pas faire ce qu'on appelle la thérapie génique ex vivo, c'est-à-dire où on prend des cellules, par exemple, quand c'est un problème au niveau des globules blancs, on peut facilement, entre guillemets, prélever ces cellules, puisqu'elles sont dans le sang, ou même les cellules précurseurs, mais on les récupère dans le sang, on les modifie au laboratoire, puis on les réinjecte. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle des manipulations génétiques ex vivo, en dehors du corps humain. Donc c'est entre guillemets plus facile. Là, on ne peut pas faire ça, parce que les cellules endothéliales, il y en a très très peu dans le sang circulant. Elles sont dans les vaisseaux. Alors on a essayé, on essaie
Même pour les extraire, c'est très compliqué. Et voilà. Après, il faudrait donc faire la thérapie génique médicament, c'est-à-dire là, on injecte le médicament. On peut espérer qu'un jour, ça se fera, hein, mais voilà. Aujourd'hui, en tous les cas, je ne connais pas de projet de recherche. C'est vrai que ce serait vraiment intéressant. Et voilà, on a déjà réfléchi à la question. Je pense que c'est possible que dans les années à venir, en effet, on envisage ce genre de projet. En tous les cas, ce serait souhaitable. D'accord, merci beaucoup à vous deux pour vos présentations et pour vos réponses aux nombreuses questions. Je vous Merci. remercie. Merci aux Bonne participants soirée. d'avoir été présents. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.